Après 60 ans de règne, la dynastie de la famille Castro vient de prendre fin à Cuba. Miguel Díaz-Canel, 58 ans, est le nouveau président de la République de Cuba. Il a été investi ce 19 avril 2018 par l'Assemblée nationale, date du 57e anniversaire de la victoire du camp Castro sur ses adversaires. Seul candidat à la succession de Raúl Castro, Miguel Díaz était vice-président des conseils d'État. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec l'arrivée de Miguel Díaz à la tête de Cuba. Car depuis 1952, c'est la première fois qu'un civil va diriger ce pays. L'emblématique Fidel Castro, avant son décès en 2008 à 90 ans, est resté le numéro 1 du pays pendant près de 50 ans. Premier ministre de 1959 à 1976, il fut président de Cuba de 1976 à 2008, année où son cadet Raúl Castro lui succède après un intérim en 2006. À son tour, Raúl Castro, 86 ans, fera 2 mandats de 5 ans à la tête de Cuba. Au total, c'est 60 ans, soit plus d'un demi-siècle que les Cubains auront passé à être dominés et dirigés par la fratrie des Castro. Miguel Díaz-Canel, le nouveau président cubain, n'est pas militaire, il n'est pas de la famille Castro non plus, mais il est connu pour être l'homme de Raúl Castro, raison pour laquelle beaucoup de Cubains ne se font pas d'illusions quant à l'avenir de leur pays. La révolution, selon eux, va se poursuivre et leurs difficultés au quotidien resteront inchangées. La France n'est plus loin de voter une nouvelle loi sur l'immigration et l'asile. L'examen de ce projet de loi a débuté le lundi 16 avril 2018 à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon de Paris. Un projet porté par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui milite pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif, une intégration réussie. Ce nouveau projet de loi prévoit de réduire à 6 mois au lieu de 14 auparavant les délais d'instruction de la demande d'asile, faciliter la reconduite à la frontière des déboutés et augmenter la durée maximale des rétentions des sans-papiers. Une loi qui ne fait pas l'unanimité. Plusieurs associations demandent le retrait de ce projet de loi, explique Léo Berthe, rapporteur à la Cour nationale des droits d'asile, instance qui examine les recours formés par les demandeurs d'asile déboutés à l'Office national de protection des réfugiés et apatrides OFPRA. Les députés ont une semaine pour plancher sur ce projet et voir s'il sera voté ou non. Signalant que la Convention de Genève relative aux droits d'asile a été adoptée en 1951 et est entrée en vigueur en 1954. Winnie Mandela, icône infatigable de la lutte contre l'apartheid, a reçu tous les honneurs le samedi 14 avril dernier. Des dizaines de milliers de personnes ont rendu un ultime hommage dans le township sud-africain de Soweto à Winnie Madikizela Mandela. Des larmes, des chants, des discours enflammés ont ponctué toute cette journée de cérémonie organisée près de Johannesburg, dans le stade Orlando, plein à craquer. Toute la classe politique sud-africaine, des chefs d'État africains et plusieurs célébrités africaines et internationales étaient présents. 10 jours de deuil national ont été décrétés en souvenir de celle qui est surnommée le Roc, la mère de la nation et la libératrice, décédée le 2 avril 2018 à 81 ans des suites d'une longue maladie. À Paris, devant l'ambassade de l'Afrique du Sud, les femmes amazones et plusieurs personnes issues de la diaspora africaine ont rendu un vibrant hommage à cette icône de la libération du peuple africain. Nous sommes venus ici en tant que militants de lutte contre l'apartheid. Nous avons caillassé cette ambassade où je suis fièrement aujourd'hui devant et où j'ai été fièrement installé en tant que membre du comité d'organisation des élections libres d'Afrique du Sud avec une accréditation qui venait de Johannesburg. Je ne suis pas ici inutilement. Je viens ici pour la mémoire de Winnie Mandela qui est notre maman. Quel que soit ce qu'elle a pu commettre comme erreur, nous lui devons beaucoup. Notre maman, elle est décédée le 2 avril dernier, Winnie Mandela. C'est notre icône. C'est celle qui nous a donné aussi l'envie de ne pas avoir peur en face de l'oppresseur. C'est une femme forte, charismatique, une femme qui a eu ce qu'elle a voulu en combattant l'apartheid. Je me dois d'honorer une maman. Je me dois d'honorer une grande femme et je me dois d'honorer la plus grande femme de l'histoire de l'humanité. C'est la femme la plus grande de l'histoire de la civilisation humaine sur Terre. Winnie Mandela nous a tout donné. Winnie Mandela nous a tous légué des valeurs humaines, des valeurs de combat, de justice sociale.
Aux côtés de Nelson Mandela, cette militante avait consacré toute son existence à la lutte contre le système de l'apartheid. Kinshasa ne veut pas que des fonds soient demandés en son nom sans qu'elle soit associée à l'organisation. Mais l'ONU, en partenariat avec plusieurs pays, ont organisé la conférence de donateurs pour le Congo le vendredi 13 avril dernier. Sur fond de guerre de chiffres et de contre-offensive diplomatique de la RDC, la conférence des donateurs s'est tenue à Genève pour lever 1,7 milliard de dollars pour venir en aide aux personnes en situation d'urgence humanitaire. Le risque est grand de déclencher un bras de fer entre Kinshasa et l'ONU, même après la conférence, si la RDC venait à prendre des mesures de rétorsion qui brideraient la progression des humanitaires dans les zones en proie à des conflits. Les préfets de Côte d'Ivoire ne veulent pas rater le train de la réconciliation dans leur pays. En effet, le corps préfectoral a profité de la rentrée solennelle du premier Sénat en Côte d'Ivoire pour demander au chef de l'État de poser un acte fort qui aille dans le sens de la vraie réconciliation. C'était le 12 avril 2018 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. C'est le préfet de la région de la Bagoué, Georges Gombagui, porte-parole du corps préfectoral, qui s'est adressé au président de la République au nom de ses pairs. La réconciliation en Côte d'Ivoire doit prendre la forme d'une amnistie pour entrer dans la vision du vivre ensemble, dira-t-il. Avant d'appeler au dégel des avoirs des opposants au régime, à la libération des prisonniers politiques et au retour des exilés politiques. Seule véritable manière pour les préfets de matérialiser la décrispation souhaitée en Côte d'Ivoire. Une sortie qui sans doute traduit éloquemment les aspirations de l'écrasante majorité des Ivoiriens au premier magistrat du pays. RDC. Joseph Kabila fait le grand ménage au sein de la magistrature. Plus de 250 magistrats accusés de corruption ou d'incompétence ont été radiés par le chef de l'État, Joseph Kabila. Ce grand nettoyage de l'appareil judiciaire réputé corrompu intervient en pleine crise politique. C'est le premier jalon d'une grande réforme de la justice annoncée par le gouvernement. Avec le Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la Justice avait mis sur pied une commission chargée d'étudier les conditions de recrutement des magistrats du pays. Pour un résultat sans précédent, en effet, plus de 250 d'entre eux sont révoqués ou démis de leurs fonctions, ce qui représente tout de même plus de 6% du corps des magistrats. Dans l'appareil judiciaire, nombreux sont ceux qui se réjouissent de la rigueur qui semble avoir caractérisé ce travail de contrôle. Parmi ces magistrats révoqués figurent ainsi des proches de personnalités politiques de la majorité et des parents de certains responsables des institutions. Cette vague des révocations n'est là qu'une première. Celles-ci vont se poursuivre selon Alexis Tchambé-Mwamba, ministre de la Justice. Emmanuel Macron, Donald Trump et Theresa May ont annoncé dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 avril 2018 avoir frappé le régime syrien de Bachar el-Assad. Les Occidentaux ont mis leurs menaces à exécution une semaine après l'annonce d'une attaque chimique présumée commise selon eux par le régime syrien à Douma près de Damas et qui aurait fait plus de 40 morts. Malgré les avertissements de la Russie, Emmanuel Macron et Donald Trump multipliaient les échanges ces derniers jours pour préparer leur réponse militaire. Ils ont reçu l'appui de la première ministre britannique Theresa May, qui semblait pourtant plus prudente quant à cette option. L'annonce de ces frappes a été faite en plusieurs temps. Pour marquer sa première année à l'Élysée, le chef de l'État a répondu pendant près de 3 heures aux questions de Jean-Jacques Bourdin et d'Edoui Plenel le dimanche 15 avril au soir. Ici, quelques citations des réponses du président aux questions des deux journalistes. À propos de la frappe en Syrie, M. Macron qualifie cette opération de réussie et légitime. Sur la grève à la SNCF, le président a dit qu'il entend les colères, parmi ces colères, celle des cheminots qu'il comprend. Il a toutefois répété que la réforme de la SNCF irait jusqu'à son terme. Emmanuel Macron juge en revanche illégitime la colère des opposants à l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
À propos du mouvement étudiant contre la loi pour l'orientation et la réussite des étudiants, ORE, Emmanuel Macron a défendu les présidents d'université qui demandent l'intervention des forces de l'ordre. Mon objectif reste de réconcilier et d'unir le pays, mais on ne l'unira pas par l'inaction, en cédant à la tyrannie des minorités qui se sont habituées à ce que l'on cède, a-t-il soutenu. Concernant le domaine de la santé et ce mal-être à l'hôpital, Emmanuel Macron a admis des situations insoutenables, notamment dans les services d'urgence, et fait savoir qu'il n'y aurait pas d'économie sur l'hôpital dans ce quinquennat. Emmanuel Macron a en revanche assuré que la fiscalité n'augmenterait pas en France durant son quinquennat. Il n'y aura pas de création d'un nouvel impôt local ni d'un impôt national. Il n'y aura pas d'augmentation de la pression fiscale d'ici 2022, a-t-il assuré. Évoquant les désaccords au sein de la majorité sur la loi Asile-Immigration, Emmanuel Macron déclare qu'il y a des discussions légitimes et un débat démocratique dans le groupe de La République En Marche. C'était son premier grand oral devant les députés européens réunis à Strasbourg. Le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est livré mardi 17 avril 2018 à un plaidoyer pour la défense de la démocratie dans l'Union européenne, mettant en garde contre les tentations autoritaires et les replis nationaux qui réveillent une forme de guerre civile européenne. M. Macron a appelé à organiser les vrais débats européens qui permettra à notre peuple de choisir entre ceux qui veulent une Europe du repli et ceux qui sont prêts à porter une Europe d'une souveraineté réinventée, d'une démocratie vivante. Concernant l'immigration, l'un des sujets qui divise le plus les Européens, M. Macron a appelé à dépasser les débats empoisonnés. Sur les quotas de répartition dans l'Union européenne, il a proposé de créer un programme européen qui soutienne directement financièrement les collectivités locales qui accueillent et intègrent les réfugiés. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron ont souligné le lundi 16 avril 2018 leur convergence, en particulier sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, CETA, qui produit déjà des bénéfices selon eux. La France soutiendra et appuiera le Canada dans la perspective du G7 les 8 et 9 juin 2018 au Québec, a promis M. Macron, qui effectuera peu avant une visite à Ottawa et au Québec. Ce traité controversé, notamment accusé de dumping par des agriculteurs français, est entré provisoirement en vigueur le 21 septembre dernier, à défaut d'être définitivement voté par les 43 assemblées nationales de l'Union européenne. Justin Trudeau a par ailleurs assuré Paris de la poursuite de l'engagement canadien au sein de la force onusienne au Mali, MINUSMA, rappelant le désir des Canadiens de se réengager au sein des opérations de paix menées par l'ONU. Pilier de l'une des familles les plus puissantes d'Amérique, l'ancienne première dame Barbara Bush est décédée dans la nuit du mardi 17 avril 2018 à 92 ans. C'était une figure respectée qui défendait farouchement son clan. Cheveux très blancs, collier de perles, style Gandhi. Elle a su faire évoluer son image pendant la présidence de son époux George Bush, puis sous celle de son fils George Walker Bush. Mais elle était aussi connue pour son ton parfois acerbe et les pics acérés qu'elle n'hésitait pas à lancer pour défendre sa famille et plus particulièrement son époux. Dans une Amérique de plus en plus divisée, Barbara Bush restait une figure bien aimée par des politiques de tous bords. Née Barbara Pierce le 8 juin 1925 à Ray, une banlieue aisée de New York, elle grandit dans une famille riche qui comptait parmi ses ancêtres Franklin Pierce, un ancien président américain.